Dans la nuit du 10 mai 1981, la place de la Bastille ressemble à un volcan en éruption. Des centaines de milliers de voix scandent le nom de François Mitterrand. Des drapeaux rouges et tricolores s'entremêlent. Des fumigènes éclairent la foule d'une lumière rouge sang. Au milieu de ce tumulte, un homme reste légèrement en retrait. Dans la poche intérieure de sa veste sombre, il garde un texte qu'il n'a montré à presque personne. Si ce texte est prononcé, il peut changer la façon dont la gauche exercera le pouvoir. S'il reste dans la poche, d'autres décideront. Cet homme, c'est Jean-Pierre Chevènement. Dans moins de 24 heures, il devra choisir entre imposer sa vision d'une France souveraine, exigeante, industrielle, ou laisser la vague de l'euphorie emporter tout ce qu'il a patiemment construit depuis plus de 20 ans. Car face à lui, déjà, se dresse l'ombre d'un rival, un autre prétendant à l'âme de la gauche française, prêt à faire basculer le cours de l'histoire à son avantage. Pour comprendre ce qui se joue dans cette nuit vibrante, il faut remonter bien plus loin, à une autre nuit, beaucoup plus silencieuse. Sous les bombardements de 1940, nous sommes à Belfort, petite ville de l'Est, coincée entre les Vosges et la frontière qui, trop souvent, s'enflamme. Le 9 mars 1939, la France ne le sait pas encore, mais elle vient de donner naissance à un enfant de guerre. Jean-Pierre grandit au rythme des sirènes, des coupures d'électricité, des chuchotements des adultes qui s'interrompent dès qu'il entre dans la pièce. Son père est instituteur, figure austère mais juste, pour qui l'école de la République est presque une religion. Sa mère, discrète, s'active comme une ombre bienveillante. Dans la cour de l'école, les jeux d'enfants sont traversés par le bruit sourd des camions allemands, le claquement des bottes, puis, plus tard, les colonnes de prisonniers qui passent. L'enfant ne comprend pas tout, mais il voit les blindés qui écrasent les pavés, les visages creusés des soldats, les regards détournés des adultes. Très tôt, une idée s'imprime en lui comme une brûlure. La France peut tomber, la France peut mourir. Quand la paix revient, ce n'est pas vraiment une paix. C'est un pays qui se relève péniblement, un pays où l'on compte les morts et les humiliations. Dans les cahiers de l'école primaire, Jean-Pierre trace des lettres appliquées, Révolution française, République, Nation. Ces mots, qu'il recopie 100 fois sous la surveillance paternelle, ne sont pas pour lui des abstractions. Ils ont le goût du sang versé dans les fossés de Belfort, le bruit des ponts dynamités. Il dévore les livres d'histoire comme d'autres dévorent des romans d'aventure. Il se rêve en Condorcet, en Danton, en figure grave qui tient tête aux tempêtes. Mais dehors, les usines fument, les ouvriers sortent épuisés. La 4e République s'enlise dans des crises ministérielles, à répétition. La politique, vue de Belfort, ressemble à un théâtre lointain où des hommes importants parlent beaucoup et ne changent presque rien. Au lycée, le jeune Chevènement se distingue. Élève brillant, travailleur obstiné, il ne lâche jamais prise. Les professeurs, parfois, le trouvent trop dogmatique, trop sûr de ses idées pour son âge. Il répond, argumente, conteste. Quand d'autres rêvent d'échapper au destin social de leurs parents, lui rêve de transformer le pays tout entier. Il découvre peu à peu le gaullisme, ce mélange de grandeur nationale, de souveraineté et de défi aux puissances étrangères. Le général de Gaulle, droit devant la France meurtrie, lui apparaît comme la preuve vivante qu'un homme, un seul, peut redresser un pays à genoux. Pourtant, quelque chose le dérange. Sous la grandeur proclamée, il perçoit la persistance de l'injustice sociale, des inégalités, de la domination des grands intérêts économiques. La graine du conflit intérieur est plantée. Comment concilier amour de la nation et exigence de justice sociale? Vient l'heure des études supérieures, à Paris. Sciences Po, puis l'ENA, la fabrique de l'élite administrative. Pour le fils d'instituteur de Belfort, ces amphithéâtres sont un choc culturel. Costume bien coupé, héritier discret, futur haut fonctionnaire qui parle de la France comme d'un dossier à traiter. Il aurait pu se laisser glisser, doucement, dans le confort d'une carrière tracée. Cabinet ministériel, poste prestigieux, progression, régulière vers les sommets de l'État. Mais quelque chose résiste. Dans les couloirs, un petit groupe se forme, presque clandestin. Ils se réunissent tard le soir, autour de piles de livres économiques, de rapports poussiéreux, de textes de Marx, de Jaurès, et aussi des plans quinquennaux gaullistes. Ce groupe aura un nom. Le CERES, Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste.
Un nom un peu austère pour une mission presque subversive, refonder la gauche à partir de l'État lui-même. Mais avant cela, il y a la blessure fondatrice, l'Algérie. Comme toute une génération, Jean-Pierre Chevènement est appelé sous les drapeaux. Il part avec, dans ses bagages, l'idée d'une France civilisatrice, d'une mission historique. Il revient avec le visage fermé, le regard plus dur, loin des discours officiels. Il a vu une guerre dont on ne prononce pas le nom. Il a senti la peur dans les villages, la haine qui s'installe de part et d'autre. Il a entendu des ordres qui le mettent en contradiction avec tout ce qu'on lui a appris à l'école communale. Sous le soleil cru d'Algérie, la République qu'il vénérait enfant lui apparaît soudain comme capable du pire. Dans ses carnets, les phrases se font tranchantes. Il écrit que la France ne survivra pas à une telle contradiction entre ses principes et ses actes. Là, clairement, il se donne un délai, il le confiera plus tard. Nous avions 20 ans. Nous nous disions que si dans 10 ou 15 ans, la France n'avait pas retrouvé une cohérence, un sens, tout se déliterait. Le compte à rebours se déclenche. De retour en métropole, il reprend le fil de ses études, mais ce n'est plus le même homme. Il choisit la voie de l'État, non pas pour s'y fondre, mais pour y mener la bataille. Inspecteur des finances, il pourrait s'installer dans un bureau feutré et gérer des budgets. Au lieu de cela, il dissèque les chiffres pour comprendre comment un pays aussi riche peut laisser des régions entières à l'abandon et des ouvriers sans avenir, des services publics à bout de souffle. La France des 30 Glorieuses brille, mais déjà des fissures apparaissent. Les grandes entreprises nationales se développent, mais l'économie reste dépendante de capitaux étrangers, de marchés mondiaux qui échappent au contrôle démocratique. Chevènement le voit, le ressent, le note. Pour lui, la politique ne sera plus jamais un exercice de communication. C'est une question de survie nationale, avec horloge en marche. C'est dans ces années-là qu'une scène, presque anecdotique en apparence, annonce un des grands conflits de sa vie. À l'occasion d'un débat, il croise pour la première fois vraiment le fer avec Michel Rocard, jeune économiste, militant du PSU, figure montante d'une gauche moderne, autogestionnaire, déjà très européenne. Le public, clairsemé, ne se doute pas qu'il assiste à la première esquisse d'un duel qui durera des décennies. D'un côté, Rocard plaide pour une France insérée dans une Europe politique, une société civile forte, des contre-pouvoirs, la décentralisation. De l'autre, Chevènement défend l'idée d'un État stratège, jacobin, seul capable de tenir tête aux marchés, aux multinationales, aux puissances étrangères. Il y a peu de caméras, peu de journalistes, mais dans les regards échangés ce soir-là, on devine déjà la conscience d'une rivalité. Deux chemins pour la gauche française. Ils ne cesseront plus de se croiser. Pendant ce temps, la gauche traditionnelle se délite. La SFIO, vieux parti socialiste usé, s'enfonce dans les compromis et les échecs. L'élection présidentielle de 1969 est un désastre. Le candidat de la gauche fait un score humiliant. La droite gaulliste domine. Le Parti communiste reste puissant mais isolé. Pour beaucoup, c'est simple. La gauche est morte. Pour Chevènement, c'est exactement l'inverse. C'est le moment ou jamais. Si, dans la décennie qui vient, aucun projet solide ne s'impose, la veuve République se figera dans une alternance de droite molle et de technocrates sans vision. Les réunions du CERES deviennent plus denses, plus tendues. On y établit des courbes de croissance. On y discute nationalisation, planification démocratique, politique industrielle. Ce ne sont pas des rêves en l'air, ce sont des dossiers précis, prêts à être appliqués, comme si le pouvoir pouvait tomber dans leurs mains dès le lendemain. Eux se donnent un horizon presque obsessionnel. La fin des années 70, avant cela, il faut que la gauche ait un programme cohérent, une stratégie d'alliance, un parti rénové. Les années 68 arrivent comme un éclair. Dans les rues de Paris, les pavés volent, les slogans couvrent les façades. Sous les pavés, la plage. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Chevènement regarde cette explosion avec une double émotion. D'un côté, il est galvanisé. Enfin, la jeunesse refuse l'ordre établi, la société se fissure, la parole se libère. De l'autre, il s'inquiète. Dans les amphithéâtres occupés, il entend peu parler de l'État, de nation, d'industrie. Beaucoup de liberté individuelle, d'autogestion, de révolution culturelle. Il sent que cette vague peut se briser sans laisser de traces si elle n'est pas structurée. Pendant que d'autres rêvent de tout abolir, lui rêve de tout réorganiser.
Il n'est pas sur les barricades avec un cocktail Molotov, mais dans les réunions de nuit, à quelques rues de là, en train d'écrire des textes qui cherchent à transformer les slogans en programmes, l'utopie en institution. Une fois encore, le temps presse. Le régime vacille, mais pourrait très bien se ressaisir. Si la gauche n'est pas prête, l'histoire refermera la fenêtre. Alors survient le moment décisif, la refondation du Parti socialiste. En 1971, au congrès d'Épinay-sur-Seine, dans une salle des fêtes exiguë transformée en arène politique, tout se joue en quelques heures. S'il échoue, le CRS restera une petite chapelle de hauts fonctionnaires idéalistes, sans prise sur le réel. S'il réussit, Chevènement peut toucher du doigt ce qu'il recherche depuis son enfance à Belfort, le levier pour changer l'histoire du pays. L'atmosphère est électrique, les motions s'affrontent, les calculs d'appareils se mêlent aux grandes idées. François Mitterrand, figure déjà mythique, se présente comme l'homme capable de rassembler toute la gauche, du centre-gauche aux communistes. Face à lui, des socialistes historiques, des barons locaux, des tenants d'une ligne plus modérée. Entre les deux, le CRS, avec son propre texte, radical sur l'économie, intraitable sur la souveraineté nationale, les heures passent. Les rumeurs courent dans les couloirs enfumés. Rocard hésite encore à rejoindre ce nouveau parti socialiste ou à maintenir sa propre voix au PSU. Les représentants des fédérations font monter les enchères. Les loyautés se négocient dans de petites salles à demi éclairées. Chevènement est au centre de tout, mais sans micro. Il calcule, pèse, jauge. S'il maintient sa propre motion, il risque de diviser les forces et de laisser gagner une ligne tiède, incapable de rompre avec l'ordre existant. S'il se retire pour soutenir Mitterrand, il sait qu'il se place par avance dans l'ombre d'un homme qui n'a pas sa rigueur doctrinale, mais qui a un sens aigu du pouvoir. Le temps joue contre lui. Dans moins de 24 heures, le Congrès devra trancher. Dans une petite chambre d'hôtel impersonnelle, tard dans la nuit, il rature, réécrit, numérote des pages couvertes de chiffres et de formulations précises. Sa décision sera un des grands paradoxes de sa vie. Pour gagner, il faut accepter de ne pas être celui qui apparaît sur la photo de la victoire. Au petit matin, le choix est fait, le CRS se rallie à Mitterrand, le calcul est froid, presque brutal. Mieux vaut un parti socialiste dirigé par un homme qui devra composer avec eux, qu'un parti éclaté condamné à l'impuissance. Ce ralliement, derrière les grandes proclamations d'unité, est une manœuvre chirurgicale. C'est lui qui permettra à Mitterrand de l'emporter et de prendre la tête du PS. Sur les images d'archives, on voit le futur président se lever, saluer, sourire à la salle debout. On ne voit pas Chevènement. Il est quelque part, dans la foule, à la fois artisan de la victoire et déjà conscient du prix à payer. Car derrière le triomphe apparent, le conflit s'aiguise. Mitterrand entend faire coexister toutes les sensibilités, jouer des équilibres, avancer lentement. Chevènement, lui, regarde l'horloge. Les années 70 avancent, l'économie mondiale se dérègle, les premières crises pétrolières frappent, le chômage monte, la fenêtre historique se referme. Il le sait. Ou bien la gauche arrive au pouvoir avec un programme robuste avant la fin de la décennie, ou bien la France s'installera dans un libéralisme défensif dont il pressent déjà les ravages. La suite se déroule à une vitesse vertigineuse. Chevènement devient l'un des principaux stratèges du nouveau PS. Il contribue à écrire, ligne après ligne, le fameux programme commun de gouvernement avec les communistes, nationalisation massive, planification, défense de l'indépendance nationale, désengagement de l'OTAN. Les propositions s'alignent, comme des charges explosives placées sous les fondations de l'ordre économique en place. Dans les réunions parfois glaciales avec les représentants du Parti communiste, il tient tête, chiffre contre chiffre, concept contre concept, refusant de sacrifier la souveraineté de l'État au profit d'une simple cogestion de l'existant. Chaque phrase compte, chaque virgule peut faire éclater l'alliance fragile. En même temps, à la télévision, sur les plateaux, Michel Rocard gagne en popularité, incarnant une gauche plus moderne, moins conflictuelle. Déjà attiré par l'idée d'une Europe intégrée et d'une économie de marché régulée, le duel prend forme. D'un côté, Chevènement, dans l'ombre, architecte d'un programme de rupture, de l'autre, Rocard, en pleine lumière. Un visage souriant d'une alternative plus rassurante. À la fin des années 70, on sent que quelque chose va craquer.
Les sondages se resserrent, la droite n'est plus intouchable. Mitterrand observe, arbitre, temporise. Chevènement s'impatiente. Il sait que l'occasion ne se représentera peut-être pas. Si la gauche échoue encore une fois, les classes populaires, déjà désorientées, pourraient se tourner vers d'autres discours, plus brutaux, plus identitaires. La bataille n'est plus seulement économique ou institutionnelle. Elle touche à l'âme du pays, et la montre continue de tourner. Dans les couloirs du siège du PS, les réunions nocturnes se succèdent. On refait les cartes électorales, on mesure l'influence de chaque courant, on scrute les moindres signes de bascule. Derrière les sourires obligés des conférences de presse, les rivalités se tendent. Rocard, fort de sa popularité dans l'opinion, pousse une ligne d'ouverture, d'inspiration social-démocrate. Chevènement enrage de voir, déjà, se profiler le risque d'un renoncement anticipé. Entre eux, le conflit n'est plus seulement doctrinal, c'est une course contre le temps, une compétition pour être celui dont l'histoire dira qu'il a donné à la gauche sa vraie colonne vertébrale. Et nous voilà revenus à cette nuit du 10 mai 1981. La boucle semble bouclée, mais rien n'est encore joué. La foule célèbre déjà la victoire de Mitterrand, mais Chevènement, lui, compte les heures qui le séparent du moment où il faudra entrer. Pour de bon dans l'exercice du pouvoir, il sait que son rival, Rocard, ne renoncera pas, que la bataille pour l'orientation de la gauche ne fait que commencer. Il sait que la France oscille entre deux chemins. Dans sa poche, le texte est toujours là, plié en 4. Un projet de discours, un schéma de réforme, un plan d'urgence pour sauver l'industrie française avant qu'il ne soit trop tard. Le compte à rebours, déclenché un jour d'Algérie brûlante, n'a jamais cessé. Dans quelques heures, peut-être pour la première fois, il aura les moyens d'agir, à condition de ne pas laisser d'autres écrire l'histoire à sa place. Au petit matin du 11 mai 1981, alors que la place de la Bastille se vide lentement, une autre scène se joue, loin des caméras, dans les salons feutrés de l'hôtel du Châtelet, siège provisoire d'un pouvoir en train de naître. Les murs sentent encore la peinture fraîche, les téléphones sonnent sans arrêt. Des secrétaires improvisent des listings ministériels sur des machines à écrire qui chauffent. Eux pensent célébrer la victoire. Lui sait qu'il ne reste que quelques semaines pour éviter le pire, transformer cette vague d'espoir en simple parenthèse, vite refermée par les marchés, par l'Europe monétaire, par la résignation. À une table, penché sur un bloc-notes, Jean-Pierre Chevènement trace des colonnes, des flèches, des scénarios. À peine élu, Mitterrand doit composer son gouvernement, et derrière la question des portefeuilles se cache une autre guerre, bien plus décisive. Qui donnera le cap à la gauche? Les tenants de la modernisation prudente, emmenés par Michel Rocard, ou les partisans de la rupture assumée avec l'ordre économique, dont Chevènement est le stratège obstiné. Le temps des discours est passé. Maintenant, chaque nomination peut sceller un destin. La scène est presque théâtrale. Dans un bureau à la lumière jaune, Mitterrand écoute, silencieux. Le cendrier déborde. Chevènement déroule son texte, celui qu'il gardait dans la poche la nuit précédente. Ce n'est pas seulement un discours, c'est un plan de bataille. Nationalisation massive, planification industrielle, priorité à la recherche, indépendance énergétique, remise en cause des disciplines européennes qui étranglent la politique budgétaire. Il ne parle pas de rêve, il parle de calendrier, de lois à déposer dans les 100 premiers jours, de décrets prêts à signer. Face à lui, le nouveau président, fidèle à son art, laisse filtrer quelques sourires ironiques. Il sait qu'il a besoin de cette vision pour donner une colonne vertébrale à son pouvoir. Mais il sait aussi que d'autres attendent derrière la porte, avec un autre récit, celui d'une gauche moderne, adaptée à l'Europe. Et prête à composer avec la mondialisation naissante, Rocard et les siens ne sont pas encore au gouvernement, mais ils ont l'opinion avec eux, les éditorialistes, une partie de la jeunesse diplômée. Dans cette pièce où deux hommes dialoguent, c'est en réalité toute la gauche française qui se déchire, silencieusement. Quand la composition du gouvernement est annoncée, le pays ne retient qu'un nom, Pierre Mauroy à Matignon. Rocard est écarté pour l'instant, relégué au plan, puis à l'agriculture. Signe que Mitterrand ne veut pas, tout de suite, se livrer à la deuxième gauche. Chevènement, lui, est nommé ministre d'État, ministre de la Recherche et de la Technologie. À première vue, un portefeuille technique, presque discret,
Mais pour lui, c'est un levier stratégique. C'est là que se joue le futur industriel du pays. La capacité à ne pas rester simple terrain de jeu pour les multinationales. Derrière les formules protocolaires, gouvernement de changement, priorité à l'emploi, se cache une réalité beaucoup plus brutale. La France entre dans la décennie la plus dangereuse de l'après-guerre. Choc pétrolier, montée du chômage, début de la désindustrialisation, tension monétaire. Les usines sidérurgiques de Lorraine s'éteignent les unes après les autres, comme des vaisseaux fantômes. À Denain, les hauts fourneaux se refroidissent définitivement. À Longwy, des milliers d'ouvriers se rassemblent sous la pluie, drapeaux, en berne, pour regarder leur outil de travail mourir. Chevènement le sait. Si, en 2 ou 3 ans, ce mouvement n'est pas inversé, il deviendra irréversible. Dans les premiers mois, l'euphorie gagne pourtant tout. Les nationalisations sont lancées à une vitesse stupéfiante. Des groupes entiers basculent dans le secteur public. Sidérurgie, chimie, banque, compagnie d'assurance. À Bercy et dans les ministères techniques, les dossiers s'empilent. Chevènement arrive dans les laboratoires, dans les centres de recherche, au milieu des ingénieurs médusés, de voir débarquer un ministre qui parle courbe d'investissement, robotisation, micro-informatique, comme un directeur d'usine. Il ne sert pas que des mains. Il interroge, il note, il compare. Il veut savoir, concrètement, combien de temps il faudra pour relancer telle filière, combien de milliards il faudra injecter pour sauver telle autre. Tout est affaire de délai. Peut-on redresser une industrie automobile en 5 ans? Peut-on reconquérir des marchés perdus en télécommunications avant que les Américains n'imposent leurs standards? Chaque visite se transforme en scène de reconnaissance militaire. On repère les points forts, les angles morts, les failles. Mais très vite, un autre compte à rebours se met en marche, celui que les caméras ne filment pas. La fuite des capitaux s'accélère. Les milieux financiers, inquiets des nationalisations, organisent une évasion massive de fonds. Le franc est attaqué. Les réserves de change se vident à une vitesse qui donne le vertige. Dans ces réunions où l'on ne prend pas de notes, dans ces salons de Matignon où la nuit tombe trop vite, 2 camps s'affrontent. D'un côté, Chevènement et quelques autres plaident pour une rupture assumée. Contrôle des mouvements de capitaux, grands emprunts, nationaux, possible sortie du système monétaire européen si nécessaire. De l'autre, une ligne que Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances, incarne avec habileté. Rester dans le jeu européen. Respecter les équilibres, accepter une dose de rigueur budgétaire pour rassurer les marchés. Michel Rocard, depuis son ministère, soutient cette approche réaliste. Il parle de adaptation, de modernisation, de convergence européenne. Dans l'opinion, ces mots rassurent. Mais pour Chevènement, ils sonnent comme un début de renoncement. Les échanges deviennent électriques. On raconte cette scène où, en Conseil des ministres, Chevènement s'emporte devant la froideur des chiffres que Delors projette, la balance des paiements, le déficit, les courbes d'inflation. Il écoute puis lâche d'une voix presque dure. La France n'est pas une succursale. La phrase claque. Plusieurs collègues baissent les yeux. Mitterrand observe, impassibly. Pour lui, le conflit entre ces 2 lignes est presque utile. Il lui permet de garder la main, de se poser en arbitre au-dessus de la mêlée. Mais la situation se tend. À l'extérieur, le chômage continue de monter. Dans certaines vallées industrielles, 20% de la population active se retrouve sans emploi. Les manifestations se multiplient, les grèves éclatent, les vitrines de banques se fendent sous les coups. Et, dans le même temps, les éditorialistes commencent à célébrer la sagesse de la ligne Rocard-Delors, ce mélange de social-démocratie et de discipline monétaire qui permettrait, dit-on, de sauver l'essentiel. Sauver quoi? Chevènement, lui, voit surtout ce qu'on est en train de perdre, la capacité de décider pour soi-même. La crise atteint son paroxysme en 1982-1983. Les dévaluations se succèdent, comme autant de pansements sur une artère ouverte. À chaque fois, on gagne quelques mois, puis les marchés repartent à l'attaque. Dans les réunions les plus tendues, les conseillers apportent des notes alarmistes. Si rien n'est décidé dans les 48 heures, et le franc est balayé. La Banque de France n'a plus de quoi défendre la monnaie. Le pays est au bord d'une forme de mise sous tutelle financière. Pour Chevènement, tout converge. La guerre d'Algérie, la promesse faite à 20 ans de ne plus jamais accepter une France à genoux,
Les décennies de travail au CERES, le programme commun. Tout se condense dans ces quelques jours. Il insiste. Il faut choisir. Soit on assume la rupture, ce qu'il appelle, avec une froideur presque clinique, une sortie par le haut. Soit on se résigne à ce qu'il nomme déjà, dans ses notes, la grande régression libérale. En face, Rocard, Delors et leurs alliés construisent un autre récit. Si la France rompt avec l'Europe monétaire, elle se marginalise. Elle trahit l'idéal européen. Dans ces heures-là, le duel avec Rocard prend une dimension presque intime. Les deux hommes ne s'empoignent pas seulement sur des chiffres, mais sur ce que signifie l'intérêt national. Rocard parle d'interdépendance, de solidarité entre Européens, de nécessité de ne pas faire cavalier seul. Chevènement répond souveraineté, capacité de décision, refus de l'alignement sur le marque allemand. Deux langages qui ne se croisent plus. Mitterrand, lui, finit par trancher. Il choisit de rester dans le système monétaire européen, d'engager ce qu'on appellera le tournant de la rigueur. En mars 1983, dans le huis clos du Conseil des ministres, la nouvelle tombe comme une guillotine. Pour sauver le franc, on gèlera les salaires, on réduira les dépenses publiques, on renoncera peu à peu aux grands projets industriels les plus ambitieux. La gauche, au pouvoir depuis à peine 2 ans, décide de tourner le dos à la partie la plus radicale de son programme. Chevènement encaisse en silence. Pour lui, ce n'est pas un simple ajustement technique, c'est une bifurcation historique. Il comprend que la gauche vient de choisir, en définitive, de se social-démocratiser dans le cadre européen plutôt que de tenter une expérience de transformation plus profonde. Il ne s'illusionne pas. Le rapport de forces internationales, l'état des finances publiques, le poids de l'opinion jouent contre lui. Mais il refuse d'assumer une politique qu'il juge contraire à tout ce qu'il a défendu. Quelques jours plus tard, il annonce sa démission du gouvernement. La phrase qui restera, prononcée un peu plus tard, résume sa position. Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Dans un paysage politique français où l'on se cramponne souvent au portefeuille, ce geste a l'effet d'un coup de tonnerre. Les journaux parlent de trahison, de geste romantique. Certains le décrivent comme un Don Quichotte désuet, d'autres, au contraire, y voient une rare cohérence. Le contraste est saisissant. Alors que Rocard, dans les studios de télévision, explique patiemment les contraintes européennes, la nécessité de gouverner dans le réel et gagne en stature de possible futur Premier ministre, Chevènement se retrouve seul, ou presque, dans son bureau de député de Belfort. Les couloirs ne sont plus remplis de conseillers, les téléphones sonnent moins. Il retourne sur le terrain, dans sa circonscription. Là, dans les usines en voie de fermeture, dans les cafés où les gens ne parlent plus que de plans sociaux, il mesure le fossé qui s'ouvre entre le peuple de gauche et la gauche au pouvoir. Certains ouvriers, qui hier encore votaient communistes ou socialistes, commencent à laisser traîner des phrases inquiétantes. On essaiera peut-être autre chose, la prochaine fois, autre chose. C'est déjà parfois, dans les conversations, le nom d'un front national encore marginal, mais qui progresse dans les urnes. Pour Chevènement, le choc est double, économique, bien sûr, mais aussi symbolique. Il voit se dessiner ce qu'il craignait depuis longtemps, une France où les classes populaires, orphelines de projets, se tourneront vers un discours identitaire. Mitterrand, lui, n'a pas l'intention de laisser partir définitivement cet homme qu'il sait précieux, même s'il est encombrant. En 1984, au moment où il remanie son gouvernement et appelle Laurent Fabius à Matignon, il tend la main à Chevènement. Le twist est spectaculaire. Celui qui vient de quitter le pouvoir pour désaccord sur la politique économique est rappelé, non pas à l'industrie, mais à l'éducation nationale. Aux yeux de beaucoup, le mouvement est étrange. Pourquoi confier l'école à cet homme réputé sombre, intransigeant, docteur de la nation plus que pédagogue souriant? Pour Chevènement, au contraire, le sens est limpide. L'école, c'est le cœur de la République. C'est là que se fabrique ce peuple français auquel il croit encore. Malgré tout, il accepte, mais pose des conditions. Il veut réarmer l'école, en faire non pas un lieu d'expérimentation molle, comme la deuxième gauche rêvait parfois de la transformer, mais le creuset d'une exigence commune, des savoirs fondamentaux, de la langue, de l'histoire. Le retour au gouvernement le place de nouveau face à Rocard, mais sur un autre terrain.
tandis que ce dernier continue de pousser une vision décentralisée, participative, d'une société éclatée en initiatives locales. Chevènement défend une école nationale, la même pour tous, du petit village corse à la banlieue lyonnaise. Il lance une réforme qui porte son nom, revalorisation des contenus, affirmation du collège unique mais exigeant, défense d'un niveau ambitieux pour tous. Les débats sont violents. Dans certaines universités, on brûle son effigie. On l'accuse de autoritarisme, de nostalgie d'une école de caserne. Lui, imperturbable, répond qu'une république qui renonce à transmettre son histoire, sa langue, ses règles communes, est une république qui se dissout. Dans les salles des maîtres, les discussions se prolongent tard le soir. Certains enseignants, épuisés, ne veulent plus entendre parler d'exigence. D'autres, au contraire, se sentent enfin soutenus dans leur volonté de tenir des objectifs clairs. Cette bataille pour l'école n'est pas qu'une affaire de programme. Elle est le reflet miniature du conflit plus large qui continue d'opposer deux gauches, la gauche rocardienne, décentralisée, européiste, pour qui l'État doit s'alléger, laisser la société civile inventer des solutions, contre la gauche chevènementiste, pour qui seul un État fort, stratège, garant d'un cadre commun, peut empêcher le délitement. Mitterrand, toujours, joue les funambules entre ces univers. Il laisse Chevènement restaurer une forme de rigueur républicaine à l'école, tout en poursuivant une politique économique de plus, en plus alignée sur les standards européens. Pendant que les élèves apprennent la Marseillaise et révisent les règles de grammaire, les traités monétaires s'enchaînent, préparant déjà le terrain à une future monnaie unique. À la veille des élections législatives de 1986, la tension monte d'un cran. Pour tenter de limiter la casse annoncée, Mitterrand choisit d'introduire la proportionnelle. Il espère ainsi empêcher la droite de rafler une majorité écrasante. Effet secondaire, le Front national, porté par la colère sociale et la rancœur, fait une percée spectaculaire. Des élus d'extrême droite font leur entrée à l'Assemblée nationale. Pour Chevènement, c'est un signal d'alarme absolu. Il avait prévenu dans ses discours, dans ses livres, si la gauche renonce à articuler la nation et la justice sociale, d'autres le feront à sa place, sur un mode xénophobe, voir le drapeau tricolore brandi dans l'hémicycle par des députés qui vomissent les valeurs mêmes de la République, lui est presque physiquement insupportable. Il l'enrage de voir la gauche, occupée par ses querelles internes et ses ajustements européens, laisser ce terrain lui être volé. En 1986, la gauche perd les législatives. C'est la première cohabitation. Jacques Chirac devient Premier ministre, Mitterrand reste à l'Élysée. Chevènement, de nouveau, quitte le gouvernement. Il retrouve les bancs de l'Assemblée, la solitude des couloirs où les anciens ministres, une fois la vague retombée, marchent comme des ombres. Mais quelque chose a changé, profondément. Le compte à rebours qu'il s'était imposé depuis l'Algérie, ces 10 à 15 ans pour que la France retrouve un sens cohérent, est arrivé à son terme. La gauche est arrivée au pouvoir, elle a eu la possibilité d'un autre chemin, et elle a finalement choisi l'ancrage européen, la rigueur, la social-démocratie aménagée. Pour beaucoup, c'est une maturité. Pour lui, c'est une occasion manquée aux conséquences potentiellement dévastatrices. Cependant, il n'est pas homme à se contenter de regrets. Dans les nuits parisiennes, dans les trains qui le ramènent à Belfort, dans les réunions de militants où l'on refait le monde devant des affiches défraîchies, il commence à élaborer autre chose. Un projet qui ne se contente plus de peser à l'intérieur du Parti socialiste, mais qui envisage déjà la possibilité d'une autre force politique, d'un autre pôle républicain, capable de réconcilier ce que la décennie 80 a opposé, nation et progrès social. Mitterrand a gagné la bataille du pouvoir, Rocard gagne celle de la respectabilité européenne, mais Chevènement, lui, refuse de considérer la partie comme terminée. Il regarde la carte électorale, les courbes d'abstention, la montée lente mais régulière du vote protestataire, et il s'impose un nouveau délai. Avant que la colère ne se cristallise définitivement dans des solutions de rejet, il faudra proposer autre chose. Une nouvelle course contre la montre commence, plus solitaire, plus incertaine. Mais pour celui qui, à Belfort, avait appris sous les bombes que la France pouvait mourir, renoncer n'a jamais été une option. La nuit où les mirages français décollent vers le désert saoudien, leurs réacteurs traçant des griffures de feu dans le ciel noir,
Un homme, à Paris, sait qu'il vient de perdre. Il a gagné un ministère qu'il ne voulait pas, la défense. Mais il est en train de perdre ce qu'il juge essentiel, le droit de la France à décider seule de la guerre et de la paix. Dans la salle feutrée du Conseil de défense, sous les lustres dorés de l'Élysée, les cartes du Koweït et de l'Irak sont étalées sur la table. Les flèches rouges indiquent les axes de progression, les zones de bombardement, les couloirs aériens. À côté, un simple dossier cartonné, beaucoup plus mince, contient quelques pages dactylographiées. Sur la couverture, une mention. Note de J. P. Chevènement. Mitterrand tourne ses pages lentement. Rocard garde les bras croisés. Le temps presse. L'ultimatum fixé par l'ONU expire dans quelques jours. La coalition menée par les États-Unis est prête. Il faut dire oui ou non, sans nuance, sans retour possible. Chevènement a accepté, en 1988, ce poste de ministre de la Défense que beaucoup jugent paradoxal. Lui, l'homme de la gauche anti-atlantiste, le critique acharné de l'OTAN, se retrouve à la tête des armées. C'est pourtant, à ses yeux, la suite logique d'un seul et même combat. Préserver l'indépendance nationale. Dans les premiers mois, il se coule dans l'habit avec un sérieux presque ascétique. Il visite les bases, descend dans les sous-marins nucléaires, inspecte les régiments de Fessenheim à Djibouti. On le voit, raide dans son manteau bleu, face aux rangées de képis alignées au millimètre. Il parle peu, écoute beaucoup. Les généraux s'attendaient à trouver un idéologue de gauche. Ils découvrent un lecteur maniaque de notes techniques, capable de discuter du coût d'un missile, du rayon d'action d'un Mirage 2000, de la doctrine de dissuasion. Dans les discours, il martèle « La défense, c'est la première des solidarités nationales ». Mais derrière ces images officielles, un duel se rejoue sous une autre forme. À Matignon, Michel Rocard, enfin Premier ministre, incarne plus que jamais cette deuxième gauche européenne et modernisatrice. Pour qui l'ancrage dans l'OTAN, les compromis communautaires, les concessions au marché relèvent du simple réalisme. À la Défense, Chevènement travaille comme si la France devait, à tout moment, pouvoir agir seule. Deux lignes stratégiques, deux imaginaires, deux hommes qui se connaissent trop bien pour s'illusionner l'un sur l'autre. Leurs réunions sont glaciales. Rocard parle d'interdépendance stratégique, de coopération avec l'Allemagne, de construction d'une défense européenne arrimée aux États-Unis. Chevènement, lui, répète que l'Europe ne se fera pas en renonçant à la France. Puis, en août 1990, les chars irakiens entrent au Koweït, les images envahissent les écrans. Puits de pétrole en flammes, colonnes de réfugiés, soldats casqués dans le sable. La crise bascule immédiatement à l'Élysée. Les bases françaises de la région sont mises en alerte. L'état-major déroule des scénarios. Air, mer, terre. On compte les chars AMX, les hélicoptères Gazelle, les avions ravitailleurs. Pour certains, c'est l'occasion de démontrer que la France reste une puissance de premier rang. Pour Chevènement, c'est un piège. Il n'ignore rien de la brutalité du régime de Saddam Hussein. Il sait aussi que suivre les États-Unis dans une guerre terrestre lierait durablement la France à une stratégie qu'elle ne maîtrise pas. Dans ses notes, il écrit cette phrase sèche. « La France ne peut pas être le supplétif de quiconque. » Le compte à rebours commence avec la résolution de l'ONU. Une date est fixée, un ultimatum. À partir de minuit, tel jour, la coalition pourra passer à l'offensive. Chaque réunion au sommet est traversée par cette horloge invisible. Les chefs d'état-major montrent les cartes, parlent de fenêtres météo, de opportunités opérationnelles. On discute de l'alignement des planètes militaires pendant que, dans le bureau de Chevènement, une autre question le taraude. Qui décide, au fond, Washington, l'OTAN ou Paris ? Dans un entretien resté célèbre, alors qu'on lui demande s'il approuve la logique de la guerre préparée, il répond par une phrase qui glace ses interlocuteurs. « Je suis hostile à cette guerre telle qu'elle se profile. » À l'intérieur du gouvernement, c'est une déclaration de dissidence. Dans la pièce, le jour où tout se joue, le silence est lourd. Mitterrand, fidèle à son style, laisse chacun parler. Les uns insistent sur la nécessité de répondre à l'agression, d'honorer les alliances, de ne pas isoler la France. D'autres, plus rares, craignent l'engrenage, la perte de contrôle. Chevènement, lui, pose la question brutale. Sommes-nous sûrs que cette guerre sert les intérêts de la France ?
Rocard réplique, presque cinglant, que l'honneur d'un pays est aussi de respecter le droit international, que rester à l'écart serait une faute morale et politique. La joute est froide, précise, sans éclat, mais tous comprennent qu'il n'y aura pas de compromis possible. Soit la France engage pleinement ses forces, soit elle s'abstient. Au bout de la table, Mitterrand tranche. Ce sera la guerre. Sous commandement américain, avec des troupes françaises au sol, Chevènement sait ce que cela signifie pour lui. Au ministère de la Défense, des officiers l'attendent pour régler les derniers détails de l'opération Daguet. Au fond du couloir, sa lettre de démission n'est pas encore rédigée, mais elle existe déjà, en creux. Il lui faudra quelques jours pour la formaliser, pour choisir les mots justes. Quand il la remet, fin janvier 1991, la guerre a commencé. Les premières frappes ont lieu. Les images de missiles intelligents inondent les journaux télévisés. Les éditorialistes célèbrent la justesse de la décision française, lui part, seul, avec une petite valise de documents, laissant derrière lui des dossiers marqués « Secret défense » et une armée lancée dans une guerre qu'il n'a pas voulu. Le pays applaudit, dans sa majorité, la libération du Koweït, lui parle d'une « guerre de plus » et d'une France qui s'habitue à ne plus choisir sa propre route. Cette nouvelle démission, après celle de 1983, le renvoie à la marge. Mais c'est une marge qu'il va transformer en poste d'observation. Hors du gouvernement, il voit se rapprocher une autre échéance, qu'il attend presque comme une revanche, la renégociation des traités européens. La chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, l'idée d'une monnaie unique, tout cela converge vers un nouveau rendez-vous, autrement décisif, Maastricht. Au début des années 1990, la France se laisse griser par le mot « Europe ». Les traités, les sommets, les drapeaux bleus étoilés occupent les unes. Jacques Delors, à la tête de la Commission européenne, est célébré comme l'architecte d'un nouveau continent pacifié. Dans les salons parisiens, on parle de convergence des monnaies, comme d'une évidence, d'un destin. Pour beaucoup, la question ne fait pas débat. Pour Chevènement, c'est un choc. Une monnaie unique, sans État, sans gouvernement démocratique, c'est à ses yeux une folie douce qui finira en catastrophe. Le franc a été sauvé au prix de la rigueur. Voilà maintenant qu'on propose de l'abandonner purement et simplement pour une monnaie, dont le centre de gravité sera, pense-t-il, en Allemagne. Il voit se profiler ce qu'il redoutait, une Europe organisée autour du marque, que la France serait condamnée à suivre. Le traité de Maastricht, signé en 1992, devient le nouveau champ de bataille. Cette fois, la confrontation avec ses anciens compagnons de route est frontale. Rocard, Delors, la direction du Parti socialiste, les éditorialistes, la plupart des ministres, tous appellent à voter « oui » au référendum. Chevènement, lui, choisit le « non », sans nuance, sans faux fuyant. Il publie des tribunes, écrit des livres, multiplie les meetings. Sur les estrades de province, il harangue des salles combles, parfois composées d'anciens socialistes, de souverainistes de droite, de syndicalistes déroutés. Ces formules claquent. Une monnaie unique, c'est l'euro au prix du chômage. On ne met pas la charrue de la monnaie avant les bœufs de la démocratie. On le traite de passéiste, de jacobin obtus, d'allié objectif de l'extrême droite. Il encaisse, mais n'en démord pas. Pour lui, le compte à rebours a repris. Quelques mois pour empêcher ce qu'il nomme, en privé, la grande dépossession. La soirée du référendum, en septembre 1992, est d'une tension presque insoutenable. Les sondages prédisaient un « oui » confortable. La réalité est beaucoup plus serrée. Au fil des heures, les chiffres s'affichent à l'écran. 51%, 50,7%, 50,3%. L'écart se réduit, encore et encore. À Belfort, où il suit les résultats entouré de militants, Chevènement scrute la carte. Des départements entiers basculent du côté du non. La France industrielle, les petites villes, les périphéries rechignent. Au milieu de la nuit, le verdict tombe, glacial. 51,05% de oui. Une courte, très courte victoire. Dans les studios parisiens, on parle d'un choix historique, d'une France qui assume l'Europe. Lui voit autre chose, un pays coupé en deux, presque à parité, sur la question de sa souveraineté. Il a perdu, mais il sait que cette défaite contient, en germe, toutes les crises à venir.
Cette campagne de Maastricht marque pour lui un point de non-retour avec le Parti socialiste. Il ne se voit plus comme une simple tendance interne, il lui faut un outil propre, une organisation qui porte cette ligne républicaine et souverainiste qu'il a patiemment construite. En 1993, il fonde le Mouvement des citoyens. Le sigle MDC est austère, presque rugueux. Rien de glamour, rien pour séduire les chaînes de télévision. Pourtant, dans les salles municipales où il tient ses réunions, quelque chose se recompose. D'anciens gaullistes, des communistes désabusés, des socialistes déçus, des syndicalistes, des enseignants. Tous ont en commun cette impression diffuse que la politique s'est confisquée, que l'Europe, la finance, la mondialisation imposent leurs lois. Chevènement leur propose un autre récit, une république qui reprendrait la main, qui réconcilierait la nation et la justice sociale, qui refuserait l'alternative mortifère, libéralisme ou extrême droite. Pendant quelques années, il prêche depuis les marges. Le MDC fait de modestes scores, mais ses idées infusent. La droite gouverne, la cohabitation s'enchaîne, la fracture sociale s'aggrave. Les grandes usines ferment, les banlieues se tendent, le chômage de masse s'installe. Dans les sondages, le Front national progresse, doucement mais sûrement. L'alerte qu'il lançait à Longwy ou à Denain devient réalité. Lorsque la gauche revient aux affaires avec Lionel Jospin en 1997, dans une gauche plurielle qui rassemble socialistes, communistes, écologistes et radicaux, c'est une nouvelle occasion. Mieux, Jospin décide de le rappeler au gouvernement, cette fois à l'intérieur. Le symbole est vertigineux. Jean-Pierre Chevènement, chantre de la souveraineté nationale, théoricien de la République, se retrouve à la tête de la police, des préfet de la sécurité intérieure. Là encore, certains ironisent, là encore, il prend la charge au pied de la lettre, place Beauvau, il trouve des piles de rapports sur l'insécurité, des statistiques sur la délinquance, des notes sur l'immigration, des dossiers sur les banlieues à la dérive. Il lit tout, souligne, annote, puis il ressort avec une formule. La sécurité est la première des libertés. Cette phrase, lancée au détour d'une interview, fait l'effet d'une bombe dans une gauche encore marquée par Mai 68. On l'accuse de faire le jeu de la droite, d'emprunter son langage, lui répond que laisser les plus modestes livrés à la violence quotidienne, au trafic, aux incivilités, c'est trahir l'idéal d'égalité. Sur le terrain, il multiplie les déplacements. Commissariats surchargés, quartiers laissés à l'abandon, écoles cernées par les dealers. Il serre la main d'agents épuisés, écoute des mères de famille qui n'osent plus laisser leurs enfants jouer dans la rue. Il lance la police de proximité, renforce les effectifs dans les zones les plus durement touchées, exige des préfets des résultats chiffrés, il choque autant qu'il rassure. Dans certains milieux intellectuels de gauche, on le traite de shérif. Dans d'autres, plus silencieux, on souffle. Enfin quelqu'un qui assume. C'est alors que survient l'image la plus inattendue de sa vie, celle d'un corps étendu sur un lit d'hôpital, relié à des tubes, plongé dans le coma. En 1988, une banale anesthésie tourne mal, complication rarissime, arrêt prolongé. Les médecins appellent sa famille, ses proches, on murmure que, cette fois, c'est fini. Pendant des jours, la presse guette des nouvelles contradictoires. Certains n'attendent que cela pour l'enterrer politiquement. Il flotte entre la vie et la mort, coincé dans cet entre-deux où plus rien ne dépend de la volonté, où l'obstination ne sert plus à rien. Celui qui a bâti toute son existence sur l'idée que la force de caractère peut infléchir l'histoire se retrouve réduit à un simple chiffre sur un moniteur cardiaque. Et puis, contre toute attente, il revient, lentement, douloureusement. Rééducation, fatigue extrême, trou de mémoire. Ses proches le pressent de renoncer, de se retirer, de profiter enfin d'un repos mérité. Il répond plus tard avec cette phrase qui résume à la fois sa démesure et sa constance. « Je suis revenu d'entre les morts, je ne laisserai pas la République mourir. » Pour lui, cette expérience n'est pas un avertissement, mais un rappel à l'ordre. S'il lui reste du temps, il doit l'utiliser. Le compte à rebours, cette fois, n'est plus abstrait. Il est inscrit dans sa chair. À peine remis, il se retrouve face à un nouveau bras de fer, peut-être le plus symbolique de tous, le dossier Corse. Des années de violence, d'attentats, de meurtres politiques, de zones de non-droit.
Jospin et une partie de la gauche plurielle veulent tourner la page, engager un processus de négociation, reconnaître une forme de spécificité corse, ouvrir la porte à un statut particulier. À Matignon, on rêve d'un processus de paix à la nord-irlandaise, d'un moment historique qui ferait entrer le nom de Jospin dans les manuels, place Beauvau, Chevènement Blémy. Pour lui, l'indivisibilité de la République n'est pas une clause à aménager, c'est le socle même de tout le reste. Commencer à distinguer des peuples à l'intérieur du peuple français, c'est ouvrir une brèche où toutes les revendications identitaires s'engouffreront. Les réunions sont d'une violence sourde. Jospin parle d'intelligence politique, de reconnaissance des réalités locales, de décentralisation approfondie. Chevènement réplique que l'on joue avec des allumettes sur un baril de poudre. Il convoque l'histoire, la Révolution, la Troisième République, la Résistance. Il rappelle que la République n'a tenu que parce qu'elle a refusé de se laisser fragmenter. On lui rétorque qu'il est figé, prisonnier de schémas du XIXe siècle. Il voit, avec angoisse, se dessiner le scénario qu'il redoute. Après avoir cédé sur la monnaie et sur une partie de la souveraineté, la gauche va maintenant commencer à grignoter le principe même d'unité nationale. Une fois encore, la décision tombe, implacable. Le gouvernement avance, entame le processus de Matignon sur la Corse. Chevènement sait ce que cela implique pour lui. Refaire le geste, une troisième fois. Pousser devant lui cette porte de sortie qu'il connaît désormais par cœur. En août 2000, il démissionne du ministère de l'Intérieur. On se moque, on ironise sur ses grands refus. On le décrit comme un professionnel de la rupture. On oublie que chaque démission, pour un homme qui croit tellement à l'État, est une forme d'arrachement. Il s'en va, mais quelque chose, cette fois, est différent. En dehors comme à l'intérieur de la gauche, de plus en plus de voix commencent à reprendre ses diagnostics. Il lui reste, pense-t-il, un dernier coup à jouer. Un dernier pari, risqué, peut-être impossible, mais qu'il ne peut pas ne pas tenter. Depuis des années, il répète que si la gauche abandonne le terrain de la nation, l'extrême droite le ramassera. 2002 approche, avec son élection présidentielle. Le paysage politique est saturé. Chirac à droite, Jospin à gauche, les mêmes visages, les mêmes discours. Europe sociale libérale contre Europe libérale. Dans les sondages, le Front national reste haut. L'abstention menace. Chevènement, affaibli par la maladie mais porté par un sentiment d'urgence absolue, décide de se lancer. Il sera candidat, la décision sidère. À gauche, on hurle à la division. Jospin le somme publiquement de renoncer au nom de la discipline républicaine. Beaucoup lui promettent un score humiliant, une campagne fantomatique, lui avance imperturbable, en répétant qu'il veut rassembler les républicains des deux rives. Son mouvement des citoyens devient le mouvement républicain et citoyen. Autour de lui, d'anciens gaullistes, des socialistes en rupture, des intellectuels qui ne se reconnaissent plus ni dans la droite ni dans la gauche. Dans les meetings, il développe son thème obsédant. La République comme solution, la nation comme cadre de la justice sociale, l'Europe comme coopération entre peuples souverains et non comme super-État technocratique. La campagne est courte, heurtée, saturée de polémiques. Les médias le pressent de se désister, de ne pas prendre le risque du 21 avril. Il refuse, sûr que son discours est la seule digue sérieuse contre l'extrême droite. Il est persuadé qu'en redonnant des mots positifs à la nation, il empêchera le Front national de la capter seul. Il croit encore qu'il reste un peu de temps, quelques années, peut-être 5, pour redresser la barre. Le compte à rebours qu'il porte en lui depuis l'Algérie, depuis le tournant de la rigueur, depuis Maastricht, se condense dans ces semaines de campagne. C'est maintenant ou jamais. Le 21 avril 2002, les Français votent. La soirée électorale s'ouvre sous les spots des plateaux télé, avec cette assurance un peu paresseuse qu'au second tour, on retrouvera, comme toujours, un duel droite-gauche classique. Les premières estimations tombent, puis se contredisent. Les mines se figent, quelque chose ne va pas. À 20h, la nouvelle explose. Lionel Jospin est éliminé. Jean-Marie Le Pen est au second tour, face à Jacques Chirac. Dans les studios, des journalistes bafouillent. Dans les états-majors, c'est la sidération. Très vite, les regards se tournent vers lui. Il a obtenu un peu plus de 5% des voix. Dans la bouche de certains, ce pourcentage se transforme en accusation. Sans lui, Jospin serait au second tour.
Dans la nuit, dans un bureau où les affiches de campagne n'ont pas encore été décrochées, Jean-Pierre Chevènement regarde les chiffres, les cartes, les courbes. Le visage fermé, les traits tirés, il voit un pays dont la moitié des électeurs n'a même pas jugé utile de se déplacer, un chef de gouvernement socialiste balayé, un candidat d'extrême droite au seuil de l'Élysée, et lui-même réduit au rôle du diviseur commode. Tout ce qu'il avait annoncé, tout ce qu'il avait redouté, s'est produit, mais pas comme il l'avait imaginé. Il voulait empêcher la catastrophe en rouvrant le débat sur la nation et la République. Il se retrouve accusé d'y avoir contribué. Le temps qu'il croyait encore avoir semble soudain s'être brutalement raccourci. Pour la première fois peut-être, la question qui se pose n'est plus seulement « qu'a-t-il fait de son temps ?», mais aussi « que reste-t-il à faire quand tout, apparemment, a déjà basculé ?» Cette nuit-là, pendant que les caméras traquent à la stupeur de Lionel Jospin et le sourire crispé de Jacques Chirac, une autre bombe explose, invisible, silencieuse. Dans l'esprit de Jean-Pierre Chevènement, quelque chose se fissure. On l'accuse, on le désigne, on le pointe du doigt comme le responsable du désastre, alors qu'il a passé 30 ans à sonner l'alarme. Précisément contre ce qui vient de se produire. C'est comme si un médecin qui a diagnostiqué le cancer se retrouvait accusé d'avoir donné la maladie. À 62 ans, au lieu de s'installer dans les honneurs paisibles de la vie parlementaire, il découvre qu'il lui reste, au contraire, très peu de temps pour tenter une dernière chose, empêcher que la République ne se défasse complètement. Tout se passe, se dira-t-il plus tard, comme si le pays avait décidé de courir à sa perte. Mais il n'a jamais été spectateur? Dès les jours qui suivent le 21 avril 2002, il refuse d'endosser le rôle commode de bouc émissaire. Il se rend sur les plateaux de télévision, face à des journalistes parfois agressifs, face à d'anciens camarades socialistes qui l'accusent à demi-mot de trahison. Il ne s'excuse pas, il ne se justifie même pas vraiment. Il retourne l'interrogation. Comment la gauche a-t-elle pu, en 10 ans, perdre à ce point le lien avec les classes populaires pour se faire doubler par l'extrême droite? Comment a-t-elle pu laisser l'idée de nation à ceux qu'il combat depuis toujours? Derrière les pourcentages, il lit une fracture plus brutale encore que celle révélée par Maastricht. Une moitié de la France nie, croit plus, et l'autre ne sait plus très bien à quoi. Son rival de toujours, Michel Rocard, ne siège plus dans les instances du pouvoir, mais c'est sa ligne, celle de la modernisation européenne, de l'économie ouverte, de la société post-nationale, qui triomphe désormais à droite comme à gauche. Chevènement le sait, Rocard n'est plus seulement un homme, c'est une matrice, une manière de penser qui a contaminé tout l'appareil d'État. Là est le vrai duel, celui qui ne s'arrête jamais, même quand les protagonistes vieillissent. D'un côté, le Parti de l'Europe, qui se voit mondial, cosmopolite, raisonnable. De l'autre, lui, presque seul, qui continue d'affirmer que sans nation, il n'y a ni démocratie, ni solidarité, ni protection pour les plus faibles. Chaque élection, chaque réforme, chaque traité européen rejoue ce même conflit, comme une partition obstinée. En 2003, la guerre d'Irak offre un de ces retournements dont l'histoire a le secret. Une nouvelle fois, les États-Unis appellent leurs alliés à les suivre dans une intervention militaire au Moyen-Orient. Une nouvelle fois, il faudrait choisir, obéir ou résister. Mais cette fois, ce n'est pas un ministre de la Défense isolé qui s'y oppose, c'est le président de la République lui-même. Jacques Chirac refuse l'aventure irakienne. Dominique de Villepin prononce à l'ONU un discours flamboyant qui fait se lever la salle. La France tout entière applaudit sa propre indépendance retrouvée. Sur les plateaux télé, on en vient presque à parler d'héritage gaulo-chevènementiste. Ironie cruelle, la ligne pour laquelle il a démissionné en 1991 se retrouve soudain au centre du consensus national, mais sans lui. Il y a là un mélange de satisfaction et d'amertume. Satisfaction de voir triompher, pour une fois, ce qu'il prônait. Amertume de constater que la France ne semble capable de retrouver sa voie propre que sur le terrain extérieur, ponctuellement, tout, en continuant d'abandonner, pas à pas, sa souveraineté économique et monétaire. La même année, l'euro s'impose définitivement comme billet dans les portefeuilles. Le franc disparaît physiquement, comme on retire un vieux portrait du mur. Pour beaucoup, c'est un détail. Pour lui, c'est un arrachement. Il y voit le symbole du temps qui lui échappe.
Ce que Maastricht a rendu irréversible commence à se matérialiser. Alors, lorsque se profile le référendum sur le traité constitutionnel européen, en 2005, il comprend que c'est peut-être la dernière grande bataille qu'il pourra mener à plein régime. Il a 66 ans, le compteur biologique tourne, il sent la fatigue plus vite, les douleurs plus longtemps. Mais il retrouve l'énergie brute des grandes campagnes. Dans les meetings, il reprend sa voix martelée, ses phrases à l'ancienne, ses métaphores de forgeron. On ne coule pas une constitution dans le béton des marchés. Face à lui, encore et toujours, les mêmes visages. Les européistes de gauche, les libéraux de droite, tous unis dans le camp du « oui ». Rocard, Delors, Jospin et la nouvelle génération qui a pris le relais, ces quadras souriants qui parlent de identité européenne, comme s'il s'agissait d'un parfum. Cette fois, pourtant, le film ne se déroule pas comme prévu. La campagne du non agrège des forces disparates, souverainistes de droite, communistes, altermondialistes, syndicalistes, enseignants, ouvriers. Dans les usines comme dans les facs, des tracts s'échangent, des débats s'improvisent. Le discours de Chevènement, longtemps jugé ringard, trouve un écho inédit chez des jeunes qui n'ont pas connu le franc, qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie, mais qui sentent confusément qu'on est en train de verrouiller définitivement le système. Le 29 mai 2005, la sentence tombe comme un coup de tonnerre, 54,7% de non. Le pays que l'on disait définitivement acquis à l'aventure européenne vient de dire stop. Pour Chevènement, c'est un moment de jubilation intense. Enfin, le peuple a parlé, et il a parlé clair. Ce que Maastricht n'avait fait qu'entrevoir explose cette fois en pleine lumière, une France majoritairement rétive à cette construction technocratique. Il se dit, pendant quelques jours, que l'histoire lui offre une revanche tardive. Mais la victoire se révèle rapidement empoisonnée. 2 ans plus tard, un nouveau texte, le traité de Lisbonne, est adopté par la voie parlementaire. Reprenant l'essentiel du traité rejeté, le non du peuple est contourné, réécrit, neutralisé dans le langage des juristes, le triomphe se transforme en farce. C'est un des moments où l'on sent, dans ses prises de parole, la colère la plus froide. Si même un référendum n'a plus de valeur, que reste-t-il des promesses de 1789 ? Ce sentiment de temps confisqué, d'une volonté populaire déviée, retournée contre elle-même, va hanter la dernière partie de sa vie. Loin de se retirer, il décide au contraire de réinvestir les institutions. En 2008, il est élu sénateur du territoire de Belfort. Retour aux sources, la ville ouvrière, le lion de Bartholdi, le département qu'il a façonné politiquement. Au Palais du Luxembourg, il n'est ni dans la majorité, ni vraiment dans l'opposition. Il siège au bord de l'hémicycle comme on tient un promontoire. On le consulte sur la défense, sur la laïcité, sur les institutions, il dépose des amendements, prononce des discours austères et précis, parfois à moitié vides, parfois repris sur Internet par de jeunes internautes qui découvrent ce vieux monsieur rageur expliquant que la souveraineté populaire n'est pas négociable. En coulisses, la rivalité avec le courant dominant prend un nouveau visage. Michel Rocard, affaibli, s'éloigne. Mais une nouvelle génération arrive, qui pousse la logique rocardienne jusqu'au bout. Emmanuel Macron, par exemple, passé par l'inspection des finances, par la banque d'affaires, par l'Élysée, incarne ce progressisme mondialisé qui considère la nation comme un cadre dépassé. Chevènement voit surgir ces trentenaires et quadragénaires au vocabulaire fluide, à l'anglais impeccable, qui parlent de start-up, nation et de mobilité européenne. Ils sont polis, respectueux, ils l'écoutent parfois comme on écoute un ancêtre, avec une curiosité mêlée de condescendance, mais il sent bien qu'ils sont ses adversaires les plus redoutables. Ils n'ont même plus besoin de théoriser l'abandon du cadre national. Ils le vivent spontanément. Le compte à rebours, désormais, n'est plus celui d'un traité ou d'un ultimatum international. C'est celui de son propre corps. Il a frôlé la mort en 1998. Chaque alerte de santé, chaque hospitalisation, chaque fatigue un peu trop lourde lui rappelle que la fenêtre se rétrécit. Il écrit alors comme un possédé. Les livres s'enchaînent. La France est-elle finie ? Un défi de civilisation. Des titres qui sonnent comme des questions jetées à la figure du temps. Il y raconte, non pas seulement sa vie, mais ce qu'il considère comme le fil directeur de l'histoire française depuis la Révolution.
La bataille pour la souveraineté, toujours menacée, toujours à reconstruire. Une autre question le hante: que deviendra la République dans un pays de plus en plus travaillé par les fractures identitaires et religieuses? Après l'intérieur, après les banlieues, après l'affaire Corse, il voit monter une autre ligne de faille, plus vertigineuse. Terrorisme islamiste, crispation sur le voile, violence antisémite, repli communautaire. La promesse d'un peuple un et indivisible semble s'éloigner. En 2016, lorsqu'il accepte de présider la Fondation de l'Islam de France, certains y voient un paradoxe, d'autres une provocation. Pourquoi confier à ce vieux jacobin, au discours raide sur la laïcité, le soin de bâtir un islam de France apaisé? Lui répond que c'est précisément parce qu'il croit à la République qu'il veut éviter le face-à-face mortel entre l'État et une religion diabolisée. Cette mission, pourtant, ouvre un nouveau front. Des responsables musulmans contestent sa nomination. Des militants laïcs l'accusent de communautariser la République. Des intellectuels de gauche le jugent obsédé par l'assimilation. Il se retrouve pris en étau entre ceux qui voudraient laisser les choses se déliter au nom du respect des différences et ceux qui rêvent d'en découdre frontalement au nom d'une laïcité mal comprise. Une fois encore, le cœur du conflit est le même. La République peut-elle encore offrir un cadre commun ou doit-elle se résigner à n'être plus qu'un arbitre entre communautés? Il parle de langue, d'école, de contrat civique, quand d'autres parlent de racisme systémique ou de privilèges blancs. Il a le sentiment étrange de défendre un monde de plus en plus minoritaire. Pendant ce temps, la scène politique poursuit sa fragmentation. 2007, 2012, 2017, 2022. Les élections se suivent, chacune plus déroutante que la précédente. Le Parti socialiste s'effondre, la droite gaulliste se délite, de nouveaux mouvements surgissent, se disent ni droite ni gauche, promettent de dépasser les clivages. Chevènement regarde cela avec un mélange de lucidité et de tristesse. Il sait que le vieux duel qu'il a structuré, République sociale contre libéralisme européen, ne parle plus à une génération saturée d'images, de réseaux sociaux, de crises successives, mais il continue de soutenir à chaque fois la même ligne. Combattre l'extrême droite, toujours, sans renoncer à la souveraineté populaire et à la laïcité. On le voit appelé à faire barrage quand il le faut, quitte à soutenir des présidents dont il critique par ailleurs la politique européenne ou économique. Certains lui reprochent ses choix, y voient une forme de renoncement. Lui considère que le danger principal reste la tentation identitaire, la substitution de la colère sociale par la haine de l'autre. Le duel avec son rival conceptuel, ce parti de l'Europe, devenu, avec le temps, un parti de l'ordre libéral, se double ainsi d'un autre combat. Empêcher que le désespoir ne se cristallise dans le rejet des immigrés, des musulmans, des périphéries. Il n'a jamais accepté que la nation soit confisquée par ceux qui la réduisent à une frontière ethnique. À mesure que les années passent, la figure de Chevènement se fige dans une forme de légende paradoxale. Pour certains, c'est le dernier grand républicain, celui qui a tout sacrifié à ses principes, jusqu'à sa carrière ministérielle, jusqu'à son confort. Pour d'autres, c'est un passéiste obstiné, incapable de comprendre la mondialisation, les enjeux écologiques, les nouvelles formes d'engagement. Dans les hommages qui se multiplient déjà de son vivant, on souligne ses démissions spectaculaires, son courage, sa cohérence. On oublie souvent la solitude, les campagnes où les salles étaient à moitié vides, les moqueries, les caricatures, la victoire du non en 2005, la posture française sur l'Irak, la dénonciation précoce des ravages de l'euro. Tout cela lui donne raison, partiellement, mais ces raisons ne se traduisent jamais en pouvoir durable. Dans ces dernières années, il accepte de se raconter davantage. Des entretiens fleuves, des mémoires, des documentaires. On le filme à Belfort, devant la citadelle, ou dans son bureau tapissé de livres, penché sur des archives. Il replonge dans sa jeunesse algérienne, dans ses querelles avec Mitterrand, dans ses nuits à Matignon ou à Beauvau. Mais, au moment de conclure, il revient toujours au même point. Ce ne sont pas ses états d'âme qui comptent, c'est la question de savoir si la France continuera à se penser comme une communauté de citoyens, ou si elle acceptera d'être dissoute dans un grand marché.
Émorcelé en identité concurrente, jusqu'au bout, il refuse de transformer sa vie en roman personnel. Il la présente comme un combat qui le dépasse. Le 18 février 2025, quand la nouvelle de sa mort se répand, c'est une étrange impression de fin de cycle qui plane. Les chaînes d'information diffusent les mêmes images. Le jeune député moustachu des années 1970, le ministre de la Recherche sous Mitterrand, le ministre de l'Intérieur au verbe tranchant, le candidat grave de 2002. On rappelle ses 3 démissions, ses livres, ses colères. On résume sa vie en quelques formules: républicain intransigeant, souverainiste de gauche, homme de principe. Pendant quelques heures, la République qu'il a servie s'arrête pour évoquer celui qui n'a cessé de la bousculer, mais son héritage ne se joue pas dans ses hommages. Il se joue dans les crises qui continuent, dans les débats sur l'euro, sur l'OTAN, sur la place de la France dans le monde. Il se joue dans ces quartiers populaires, où l'on se demande encore si l'école républicaine est capable de tenir sa promesse. Il se joue aussi dans ce face-à-face qui n'est pas terminé entre le Parti de l'Europe et ceux qui, de gauche comme de droite, réclament le retour de la souveraineté. Car si l'homme disparaît, le duel, lui, continue. Et, au fond, c'est peut-être là que se trouve la vraie mesure du temps, dans la durée de ces conflits qu'aucune disparition individuelle ne vient vraiment trancher. Jean-Pierre Chevènement n'aura pas vu la résolution des contradictions qu'il a passé sa vie à nommer. Il n'aura pas arraché la grande réforme institutionnelle qu'il appelait de ses vœux, ni la réorientation radicale de la construction européenne qu'il jugeait indispensable, mais il aura laissé comme une cicatrice vive la preuve qu'on pouvait, en politique, préférer la rupture au reniement, le risque de perdre au confort de se taire. Dans un pays habitué aux hommes de compromis et aux carrières filées au cordeau, il aura imposé une autre figure, celle de celui qui, chaque fois qu'il jugeait l'essentiel menacé, faisait passer ses convictions avant sa place. Et c'est peut-être cette obstination-là, plus que tout le reste, qui nourrit aujourd'hui encore, chez ceux qui l'ont combattu comme chez ceux qui l'ont suivi, un trouble persistant. La question de savoir ce qu'ils, eux, auraient fait s'ils avaient été à sa place. Face au même compte à rebours.